Laissez votre esprit se détendre alors que nous voyageons ensemble à travers les âges de l'humanité, découvrant les histoires fascinantes qui ont façonné notre monde moderne. Respirez profondément et permettez à ces récits de l'histoire humaine de s'infiltrer doucement dans votre conscience, enrichissant votre compréhension pendant que vous vous reposez paisiblement. L'histoire de l'humanité commence il y a des millions d'années, lorsque nos ancêtres les plus lointains ont fait leurs premiers pas sur les plaines africaines. Ces premiers humains ont appris à fabriquer des outils simples en pierre, découvrant comment transformer les ressources naturelles en instruments utiles qui amélioreraient leur vie quotidienne. Imaginez ces premiers moments de créativité humaine, lorsque quelqu'un a réalisé qu'une pierre pouvait être façonnée pour couper, gratter ou percer. Cette innovation simple a marqué le début d'un voyage extraordinaire d'ingéniosité et d'adaptation qui continue encore aujourd'hui. Au fil des millénaires, ces groupes humains ont appris à maîtriser le feu, cette force mystérieuse qui apportait chaleur, lumière et protection contre les prédateurs nocturnes. Le feu a transformé la vie humaine de manière profonde, permettant la cuisson des aliments qui rendaient la nutrition plus efficace et ouvrait de nouvelles possibilités alimentaires. Autour des flammes dansantes, les premières communautés se rassemblaient pour partager des histoires, créant les premières formes de culture et de tradition orale qui transmettraient la sagesse d'une génération à l'autre. Les humains ont commencé à migrer hors d'Afrique il y a environ 100 000 ans, se dispersant progressivement à travers tous les continents habitables de la planète. Ces migrations extraordinaires ont démontré la remarquable adaptabilité de notre espèce, capable de prospérer dans des environnements aussi divers que les déserts brûlants, les forêts tropicales humides, les steppes glacées et les côtes maritimes. Chaque groupe qui s'installait dans un nouveau territoire développait des adaptations culturelles uniques, des techniques de survie spécialisées et des innovations qui répondaient aux défis particuliers de leur environnement. Cette diversification culturelle a enrichi l'expérience humaine globale, créant une mosaïque fascinante de langues, de coutumes et de perspectives sur le monde. Pendant l'ère paléolithique, les humains vivaient principalement comme chasseurs-cueilleurs, développant une connaissance intime des cycles naturels, des plantes comestibles et des comportements animaux. Ces sociétés anciennes possédaient une sagesse écologique sophistiquée, comprenant les rythmes saisonniers et les interconnexions complexes entre les différentes formes de vie dans leurs écosystèmes. Les peintures rupestres découvertes dans des grottes à travers le monde témoignent de la richesse spirituelle et artistique de ces cultures anciennes, montrant des scènes de chasse, des animaux magnifiquement rendus et des symboles mystérieux dont la signification complète nous échappe encore aujourd'hui. La révolution néolithique, qui a commencé il y a environ 12 000 ans, a représenté un tournant majeur dans l'histoire humaine lorsque les populations ont commencé à domestiquer les plantes et les animaux. Cette transition graduelle de la chasse-cueillette vers l'agriculture a permis aux communautés de s'établir de manière permanente, créant les premiers villages et villes. La capacité de produire un surplus alimentaire a libéré certains membres de la société pour se spécialiser dans d'autres activités comme l'artisanat, le commerce ou l'administration religieuse. Les premières céréales cultivées incluaient le blé et l'orge au Moyen-Orient, le riz en Asie, et le maïs dans les Amériques, chacune soutenant le développement de civilisations distinctes adaptées à leurs ressources locales. La domestication des animaux a fourni non seulement de la nourriture mais aussi du travail, du transport et des matériaux comme la laine et le cuir, multipliant les possibilités productives des sociétés agricoles émergentes. Les premières civilisations urbaines ont émergé dans les vallées fluviales fertiles où l'eau abondante permettait une agriculture intensive. En Mésopotamie, entre les fleuves Tigre et Euphrate, les Sumériens ont développé l'une des premières formes d'écriture connues, l'écriture cunéiforme. Gravée sur des tablettes d'argile pour enregistrer les transactions commerciales, les lois et les récits mythologiques. Cette innovation révolutionnaire de l'écriture a permis la préservation et la transmission précise de l'information à travers le temps et l'espace, transformant fondamentalement la nature de la civilisation humaine. Les cités-États sumériennes comme Ur, Uruk et Lagash ont construit des temples monumentaux appelés ziggurat. Des structures impressionnantes qui s'élevaient vers le ciel comme des montagnes artificielles dédiées aux divinités. La société sumérienne était complexe et stratifiée, avec des prêtres, des administrateurs, des artisans, des marchands et des agriculteurs, chacun jouant un rôle dans le fonctionnement de ces premières métropoles urbaines. En Égypte ancienne, le Nil apportait chaque année des inondations prévisibles qui déposaient un limon fertile le long de ses rives, créant une bande verdoyante de terres agricoles productives au milieu du désert. Les Égyptiens ont développé une civilisation remarquable qui a perduré pendant plus de 3000 ans, créant des monuments architecturaux stupéfiants qui continuent d'inspirer l'émerveillement aujourd'hui. Les pyramides de Gizeh, construites comme tombeaux pour les pharaons, représentent des prouesses d'ingénierie extraordinaires.
mobilisant des milliers de travailleurs et nécessitant une organisation sociale sophistiquée. La religion égyptienne était complexe et omniprésente, avec des croyances élaborées concernant l'au-delà qui motivaient la momification et la construction de tombes somptueuses remplies de trésors et de provisions pour le voyage éternel. Les hiéroglyphes égyptiens formaient un système d'écriture élégant combinant des symboles phonétiques et idéographiques, décorant les murs des temples avec des récits des exploits des pharaons et des hymnes aux dieux. La société égyptienne était centralisée autour du pharaon, considéré comme une divinité vivante qui servait d'intermédiaire entre les dieux et l'humanité, maintenant l'ordre cosmique appelé Maat. Dans la vallée de l'Indus, une civilisation sophistiquée s'est développée avec des villes planifiées comme Harappa et Mohenjo-Daro, caractérisées par des systèmes de drainage avancés, des bains publics et des structures en briques standardisées. Ces centres urbains témoignent d'une organisation sociale impressionnante et d'une planification urbaine remarquablement moderne, avec des rues tracées selon un plan en grille et des systèmes d'approvisionnement en eau sophistiqués. Bien que leur système d'écriture ne soit pas encore déchiffré, les artefacts archéologiques révèlent une culture commerciale active qui entretenait des liens avec la Mésopotamie et d'autres régions. Les sceaux gravés trouvés sur le site suggèrent un système administratif complexe, probablement utilisé pour contrôler le commerce et les ressources. La civilisation de l'Indus semble avoir décliné vers 1900 avant notre ère, peut-être en raison de changements climatiques, d'inondations catastrophiques ou de perturbations dans les routes commerciales, laissant derrière elles des ruines mystérieuses qui fascinent encore les archéologues aujourd'hui. En Chine ancienne, le long du fleuve Jaune, la dynastie Shang a établi l'une des premières cultures civilisées de l'Asie de l'Est, développant une écriture sur os d'oracle utilisée pour la divination et la communication avec les ancêtres. Ces inscriptions anciennes sur des os d'animaux et des carapaces de tortues représentent les plus anciennes formes connues de l'écriture chinoise, montrant déjà la structure de base des caractères qui évoluera dans le système d'écriture utilisé encore aujourd'hui. La société Shang était gouvernée par une aristocratie militaire qui menait des guerres fréquentes et pratiquait des rituels élaborés impliquant des sacrifices d'animaux et parfois d'humains. Les artisans Shang ont créé des bronzes rituels d'une qualité exceptionnelle, coulant des vases cérémoniels avec des designs complexes qui témoignent d'une maîtrise technique impressionnante. La dynastie Zhou qui a succédé aux Shang a introduit le concept du mandat du ciel, l'idée que les dirigeants gouvernaient avec l'approbation divine tant qu'ils régnaient justement, établissant un principe politique qui influencerait la pensée chinoise pendant des millénaires. Les civilisations de la Méditerranée orientale ont développé des cultures maritimes dynamiques qui reliaient les régions côtières par le commerce et l'échange culturel. Les Phéniciens, basés dans ce qui est maintenant le Liban, étaient des marins et des commerçants exceptionnels qui ont établi des colonies à travers la Méditerranée, incluant la puissante cité de Carthage en Afrique du Nord. Leur innovation la plus durable fut l'alphabet phénicien, un système d'écriture simplifié qui représentait les sons plutôt que les mots ou les concepts, rendant l'alphabétisation beaucoup plus accessible. Cet alphabet phénicien est devenu l'ancêtre de la plupart des systèmes d'écriture alphabétique utilisés aujourd'hui, incluant les alphabets grecs, latins, arabes et hébreux. Les Phéniciens étaient également célèbres pour leur production de teintures pourpre extraites de coquillages marins, une couleur si précieuse qu'elle était réservée à la royauté et aux élites. La civilisation minoenne sur l'île de Crète a créé une culture palatiale sophistiquée centrée autour de complexes architecturaux massifs comme Knossos, avec des fresques colorées dépeignant des scènes de vie quotidienne, des rituels religieux et des acrobaties avec des taureaux. Les Minoens semblent avoir prospéré grâce au commerce maritime, contrôlant les routes commerciales de la Méditerranée orientale et exportant de la poterie, de l'huile d'olive et d'autres produits. Leur système d'écriture, appelé linéaire A, reste non déchiffré, gardant secret de nombreux aspects de leur culture et de leur organisation sociale. La civilisation minoenne a décliné vers 1450 avant notre ère, peut-être en raison de l'éruption volcanique catastrophique de Terra ou d'invasions mycéniennes, laissant derrière elle des ruines qui ont inspiré les légendes grecques du labyrinthe et du Minotaure. Les Mycéniens de la Grèce continentale ont développé une culture guerrière centrée autour de citadelles fortifiées comme Mycène et Tyrinthe, avec des murs massifs construits avec des pierres si grandes que les Grecs postérieurs croyaient qu'elles avaient été élevées par des géants. Les guerriers mycéniens portaient des armures en bronze et utilisaient des chars dans les batailles, établissant un modèle de guerre aristocratique qui influencerait la culture grecque ultérieure. Leur système d'écriture, linéaire B, a été déchiffré et révèle des tablettes administratives détaillant l'inventaire des palais, suggérant une bureaucratie centralisée contrôlant l'économie. Les épopées homériques, l'Iliade et l'Odyssée, bien qu'écrites des siècles plus tard, préservent des souvenirs de l'âge mycénien.
Notamment le récit de la guerre de Troie qui mélange histoire et mythe dans un récit captivant de héros, d'honneur et de destin. Vers 1200 avant notre ère, la Méditerranée orientale a connu une période d'effondrement dramatique où de nombreuses civilisations établies ont disparu ou ont été gravement perturbées dans ce que les historiens appellent l'effondrement de l'âge du bronze. Les causes exactes restent débattues, mais les facteurs probables incluent des invasions de peuples mystérieux connus dans les sources égyptiennes comme les peuples de la mer, des catastrophes naturelles, des sécheresses prolongées, des effondrements économiques et des perturbations dans les réseaux commerciaux interconnectés. Cette période de chaos a été suivie par un âge sombre où l'alphabétisation a décliné, les villes ont été abandonnées et les populations ont diminué considérablement. Cependant, cette période de destruction a également créé l'espace pour de nouvelles innovations et l'émergence de nouvelles cultures qui redéfiniraient la région méditerranéenne. Pendant l'âge du fer qui a suivi, la technologie du fer s'est répandue, remplaçant progressivement le bronze comme matériau principal pour les outils et les armes. Le fer était plus abondant que le cuivre et l'étain nécessaires pour le bronze, permettant une production accrue et une démocratisation relative de la technologie métallurgique. Les Hittites d'Anatolie furent parmi les premiers à maîtriser la métallurgie du fer, gardant leur technique secrète pendant un temps avant que cette connaissance se propage à travers le monde ancien. Les outils en fer ont amélioré l'efficacité agricole, permettant le défrichement de terres plus difficiles et augmentant la production alimentaire pour soutenir des populations croissantes. Les armes en fer ont transformé la guerre, donnant des avantages aux sociétés qui maîtrisaient cette technologie sur celles qui dépendaient encore du bronze. Dans le Levant, le peuple hébreu a développé une tradition religieuse monothéiste unique qui mettait l'accent sur l'alliance entre Dieu et son peuple choisi, enregistrée dans les textes qui deviendraient la Bible hébraïque. Cette croyance en un seul Dieu universel contrastait fortement avec le polythéisme dominant dans les cultures environnantes, représentant une innovation théologique profonde qui influencerait profondément les civilisations ultérieures. Le royaume unifié d'Israël sous les rois Saül, David et Salomon représente une période de pouvoir politique centralisé, bien que de courte durée, avec Jérusalem établie comme capitale religieuse et politique. Après la division du royaume en Israël au nord et Juda au sud, les deux États ont lutté pour maintenir leur indépendance face aux empires expansionnistes de la région. La destruction du premier temple de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant notre ère et l'exil subséquent à Babylone ont représenté une crise traumatisante qui a néanmoins renforcé l'identité religieuse juive et stimulé une réflexion théologique profonde sur la souffrance, la justice divine et l'espoir de rédemption. L'Empire assyrien, basé en Mésopotamie du Nord, a créé un État militariste expansionniste qui a conquis de vastes territoires à travers le Moyen-Orient par une combinaison de forces militaires impitoyables et d'administration efficace. Les Assyriens étaient redoutés pour leur brutalité dans la guerre, utilisant la terreur comme outil politique pour décourager la rébellion dans les territoires conquis. Leur armée était technologiquement avancée, employant des chars, de la cavalerie, des armes de siège sophistiquées et des tactiques militaires innovantes. Les rois assyriens ont construit des capitales magnifiques comme Ninive, décorées avec des reliefs sculptés dépeignant leurs victoires militaires et leurs chasses royales. Les bibliothèques assyriennes, notamment celle du roi Assurbanipal à Ninive, ont préservé des milliers de tablettes cunéiformes contenant de la littérature, des textes scientifiques et des documents administratifs, fournissant une fenêtre précieuse sur la culture mésopotamienne ancienne. L'Empire assyrien s'est finalement effondré à la fin du 7e siècle avant notre ère sous les attaques combinées des Mèdes et des Babyloniens, disparaissant si complètement que son existence n'était connue que par des références bibliques jusqu'à ce que les archéologues redécouvrent ces villes enfouies au 19e siècle. L'Empire néo-babylonien qui a succédé aux Assyriens a connu une brève période de splendeur sous Nabuchodonosor II, qui a reconstruit Babylone en une métropole magnifique caractérisée par les légendaires jardins suspendus, considérés comme l'une des 7 merveilles du monde antique. La porte d'Ishtar, décorée avec des briques vernissées bleues et des reliefs de dragons et de taureaux, témoigne de la grandeur architecturale de Babylone. Nabuchodonosor était un conquérant ambitieux qui a étendu l'empire babylonien et a détruit Jérusalem, emmenant l'élite juive en captivité à Babylone. Cette période d'exil babylonien a eu un impact profond sur la pensée religieuse juive, stimulant une réflexion théologique intense et la compilation de nombreux textes bibliques. L'empire néo-babylonien n'a duré que quelques générations avant d'être conquis par l'empire perse en expansion sous Cyrus le Grand. L'empire perse achéménide, fondé par Cyrus le Grand au VIe siècle avant notre ère, est devenu le plus grand empire que le monde avait connu jusqu'alors, s'étendant de l'Égypte et de la Méditerranée à l'est jusqu'à la vallée de l'Indus. Cyrus était remarquable pour sa politique de tolérance religieuse et culturelle.
permettant aux peuples conquis de maintenir leurs traditions et leurs croyances locales tout en intégrant l'empire perse plus large. Il a permis aux Juifs exilés de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple, gagnant leur gratitude exprimée dans les textes bibliques qui le décrivent comme loin de Dieu. L'empire perse était administrativement sophistiqué. Divisé en provinces appelées satrapies gouvernées par des satrapes qui collectaient les impôts et maintenaient l'ordre tout en permettant une autonomie locale considérable. Un système de routes royales facilitait la communication rapide à travers l'empire immense. Avec un service de courrier à cheval capable de transmettre des messages sur de grandes distances avec une rapidité remarquable. Le zoroastrisme, avec sa conception dualiste du bien et du mal et son prophète Zarathustra, était la religion de l'élite perse et a influencé les traditions religieuses ultérieures avec ses concepts de jugement après la mort, de paradis et d'enfer, et de lutte cosmique entre les forces de la lumière et des ténèbres. Dans le monde grec, après les siècles obscurs qui ont suivi l'effondrement mycénien, une nouvelle civilisation a émergé organisée en cités-États indépendantes appelées polais. Chacune fonctionnant comme une communauté politique autonome avec ses propres lois, son gouvernement et son identité. Athènes a développé une forme précoce de démocratie où les citoyens mâles participaient directement au processus décisionnel politique, se réunissant dans l'assemblée pour débattre et voter sur les lois et les politiques. Cette expérience démocratique était limitée, excluant les femmes, les esclaves et les étrangers. Mais elle représentait néanmoins une innovation politique radicale qui valorisait la participation citoyenne et le débat rationnel. Sparte, en revanche, a développé un système militariste rigide centré sur la formation de guerriers d'élite. Avec une société strictement réglementée qui sacrifiait la liberté individuelle pour l'efficacité militaire collective. Les guerriers spartiates, entraînés dès l'enfance dans des conditions rigoureuses, étaient célèbres dans tout le monde grec pour leur discipline, leur courage et leurs compétences martiales. Les guerres médiques du début du 5e siècle avant notre ère ont opposé les cités-États grecs à l'empire perse massif dans un conflit qui a façonné l'identité grecque et a inspiré un sentiment d'unité panhellénique. La bataille de Marathon en 490 avant notre ère a vu une force athénienne inférieure en nombre repousser l'invasion perse, devenant un symbole de la détermination grecque et de la supériorité de leur tactique de phalange. 10 ans plus tard, le roi perse Xerxès a lancé une invasion massive avec une armée énorme, traversant l'Hellespont sur un pont de bateau. La résistance héroïque de 300 Spartiates et de leurs alliés aux Thermopyles, bien qu'ultimement vaincus, est devenue légendaire comme exemple de courage face à des chances impossibles. La victoire navale grecque à Salamine, où la flotte athénienne a détruit la marine perse dans les eaux étroites près d'Athènes, a été décisive pour arrêter l'avance perse. Ces victoires ont renforcé la confiance grecque et ont inauguré l'âge d'or d'Athènes. Sous la direction de Périclée au 5e siècle avant notre ère, Athènes est devenue le centre culturel et intellectuel du monde grec, connaissant une floraison remarquable dans l'art, l'architecture, la philosophie, le théâtre et la démocratie. Le Parthénon, construit sur l'acropole, représentait la perfection architecturale grecque avec ses proportions harmonieuses et ses sculptures exquises célébrant Athéna, la déesse patronne de la ville. Les dramaturges comme Échille, Sophocle, Euripide et Aristophane ont créé des tragédies et des comédies qui exploraient les dilemmes moraux profonds, les passions humaines et les questions politiques, établissant le théâtre comme forme d'art sérieuse qui continue d'influencer la littérature mondiale. Les philosophes présocratiques avaient commencé à chercher des explications naturelles des phénomènes plutôt que des explications mythologiques, inaugurant la tradition de l'enquête rationnelle qui fleurirait avec Socrate, Platon et Aristote. Socrate, avec sa méthode d'interrogation critique qui remettait en question les assumptions et cherchait la clarté conceptuelle, a établi un modèle de philosophie comme investigation rigoureuse de la vérité et de la vertu, bien que son questionnement impitoyable des autorités établies ait finalement conduit à son exécution. La guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte, s'étendant de 431 à 404 avant notre ère, a divisé le monde grec en camps opposés et a finalement affaibli les deux puissances principales. Cette guerre longue et brutale, minutieusement documentée par l'historien Thucydide, a démontré comment les rivalités entre États pouvaient escalader en conflits destructeurs qui sapaient la prospérité et la stabilité. La défaite finale d'Athènes a marqué la fin de son hégémonie, bien que son héritage culturel et intellectuel continuerait à rayonner à travers les siècles. L'historien Thucydide a analysé la guerre comme résultant de la peur spartiate face à la puissance athénienne croissante, articulant des idées sur les causes de la guerre et la nature du pouvoir qui restent pertinentes pour comprendre les relations internationales aujourd'hui. La guerre a également révélé les tensions entre les valeurs démocratiques et les exigences de l'Empire, alors qu'Athènes traitait parfois brutalement ses alliés et sujets.
trahissant ses idéaux proclamés. Platon, élève de Socrate, a fondé l'Académie à Athènes et a écrit des dialogues philosophiques qui exploraient des questions fondamentales sur la réalité, la connaissance, l'éthique et la politique. Sa théorie des formes proposait que le monde matériel que nous percevons n'est qu'une ombre imparfaite d'une réalité plus profonde de formes ou d'idées éternelles et immuables. Dans la République, Platon a présenté sa vision d'une société idéale gouvernée par des philosophes rois qui possédaient la connaissance et la vertu nécessaires pour diriger justement. Aristote, élève de Platon, a systématisé de nombreux domaines de la connaissance, écrivant des traités sur la logique, la métaphysique, l'éthique, la politique, la biologie, la physique et la poétique qui ont influencé la pensée intellectuelle pendant 2 millénaires. Son approche empirique mettait l'accent sur l'observation et la classification des phénomènes naturels, établissant des fondations pour la méthode scientifique. Aristote a tutoré Alexandre de Macédoine, le futur Alexandre le Grand, transmettant l'héritage intellectuel grec au jeune prince qui porterait la culture hellénique à travers un empire vaste. Philippe II de Macédoine a unifié les cités-États grecques souvent querelleuses sous son hégémonie en combinant diplomatie astucieuse et force militaire supérieure. La phalange macédonienne, avec ses longues piques appelées saris, représentait une innovation tactique qui donnait à Philippe un avantage décisif sur les armées grecques traditionnelles. Son assassinat en 336 avant notre ère a porté son fils Alexandre au trône à l'âge de 20 ans, inaugurant l'une des carrières conquérantes les plus spectaculaires de l'histoire. Alexandre le Grand a mené son armée macédonienne et grecque dans une série de victoires étonnantes contre l'Empire perse, conquérant l'Égypte, la Mésopotamie, la Perse elle-même et s'étendant jusqu'en Inde en seulement 13 ans. Son génie militaire combinait tactique brillante, leadership inspirant et audace stratégique téméraire. Gagnant des batailles contre des forces supérieures en nombre à travers des manœuvres innovantes. Alexandre ne cherchait pas seulement à conquérir mais à créer un empire syncrétique fusionnant les cultures grecques et perses, adoptant des coutumes persanes. Épousant des princesses perses et encourageant ses soldats à faire de même. La mort prématurée d'Alexandre en 323 avant notre ère à l'âge de 32 ans, probablement de maladies aggravées par des blessures de guerre et une consommation excessive d'alcool, a laissé son empire sans héritier clair ni plan de succession. Ses généraux, les diadoques, se sont disputés le contrôle et ont finalement divisé l'empire en plusieurs royaumes hellénistiques incluant l'Égypte ptolémaïque. L'empire séleucide en Asie et le royaume antigonide en Macédoine. La période hellénistique qui a suivi a vu une fusion de la culture grecque avec les traditions orientales, créant une synthèse cosmopolite qui s'est épanouie dans les grandes villes comme Alexandrie en Égypte. Alexandrie est devenue un centre d'apprentissage avec sa bibliothèque légendaire qui cherchait à collecter toute la connaissance du monde, attirant des savants de nombreuses régions. Des scientifiques hellénistiques comme Euclide en géométrie, Archimède en mathématiques et en ingénierie, et Ératosthène qui a calculé la circonférence de la Terre avec une précision remarquable, ont fait des avancées qui ne seraient pas surpassées pendant des siècles. En Italie, la ville de Rome, selon la légende fondée par Romulus en 753 avant notre ère, a commencé comme une petite communauté sur les collines le long du fleuve Tibre. La République romaine, établie après le renversement des rois étrusques vers 509 avant notre ère, a développé un système de gouvernement où le pouvoir était partagé entre différentes institutions incluant le Sénat, les assemblées populaires et les magistrats élus comme les consuls. Cette constitution romaine équilibrait des éléments monarchiques, aristocratiques et démocratiques, créant un système qui évoluait en réponse aux pressions politiques et sociales. Rome a progressivement étendu son contrôle sur la péninsule italienne par une combinaison de conquêtes militaires et d'alliances astucieuses, incorporant les peuples vaincus dans un système qui offrait différents niveaux de citoyenneté et d'autonomie. La flexibilité de Rome dans l'intégration des peuples conquis, offrant parfois la citoyenneté complète. Créer une loyauté qui renforçait son pouvoir et fournissait un réservoir constant de main-d'œuvre pour ses légions. Les guerres puniques entre Rome et Carthage pour le contrôle de la Méditerranée occidentale ont défini le IIIe et le IIe siècle avant notre ère, représentant un conflit existentiel pour les deux puissances. La deuxième guerre punique a vu le général carthaginois Hannibal mener une audacieuse invasion de l'Italie, traversant les Alpes avec une armée incluant des éléphants de guerre et infligeant une série de défaites dévastatrices aux armées romaines, notamment à Cana où il a anéanti une force romaine massive. Pendant 16 ans, Hannibal a opéré en Italie, menaçant Rome elle-même et testant la résilience du système d'alliance romaine. Malgré ses victoires tactiques brillantes, il n'a finalement pas pu vaincre Rome, qui a refusé de négocier et a mobilisé ses ressources considérables pour continuer le combat. Le général romain Scipion africain a finalement porté la guerre en Afrique du Nord,
forçant Hannibal à retourner défendre Carthage et le vainquant à la bataille de Zama en 202 avant notre ère. La troisième guerre punique s'est terminée par la destruction complète de Carthage en 146 avant notre ère, les Romains détruisant la ville, tuant ou vendant sa population en esclavage et, selon la légende, salant la terre pour empêcher la reconstruction. L'expansion romaine à travers la Méditerranée a apporté une richesse immense à Rome mais a également créé des tensions sociales et politiques internes qui sapaient et finalement la République. La concentration de la terre entre les mains d'une élite aristocratique tandis que les petits fermiers qui formaient la base de l'armée romaine étaient appauvris a créé des inégalités croissantes. Les réformateurs comme les frères Gracques au IIe siècle avant notre ère ont tenté de redistribuer la terre et de réformer le système politique mais ont rencontré une opposition violente de l'aristocratie conservatrice et ont été assassinés. Les guerres civiles ont éclaté alors que des généraux ambitieux utilisaient leurs légions loyales pour rivaliser pour le pouvoir politique, affaiblissant les institutions républicaines. Marius et Sulla, Pompée et César, et finalement Octave et Marc-Antoine ont mené des conflits qui ont déchiré le monde romain pendant des décennies. Jules César, un général brillant et un politicien astucieux, a conquis la Gaule dans une série de campagnes qui ont étendu le pouvoir romain au-delà des Alpes et ont créé une armée dévouée personnellement à lui. Ses commentaires sur la guerre des Gaules fournissent un récit détaillé de ses campagnes, écrit dans un style clair et direct qui était aussi une œuvre de propagande promouvant ses accomplissements. Lorsque le Sénat, craignant le pouvoir de César, a ordonné qu'il démobilise son armée, il a pris la décision fatidique de traverser le Rubicon avec ses légions en 49 avant notre ère, déclenchant une guerre civile contre Pompée et les forces sénatoriales. La victoire de César dans cette guerre civile lui a donné un pouvoir sans précédent, et il a lancé un programme de réformes ambitieuses visant à résoudre les problèmes de la République. Cependant, ses aspirations perçues à la monarchie ont alarmé les sénateurs républicains qui l'ont assassiné aux Ides de Mars en 44 avant notre ère, croyant sauver la République. Son assassinat a précipité une nouvelle série de guerres civiles qui ont finalement conduit à la fin de la République elle-même. Octave, petit-neveu et héritier adopté de César, a émergé victorieux de la guerre civile après sa défaite de Marc-Antoine et Cléopâtre à la bataille d'Actium en 31 avant notre ère. Bien qu'il ait affirmé restaurer la République, Octave a en réalité établi un nouveau système de gouvernement monarchique, acceptant le titre d'Auguste et devenant le premier empereur romain. Auguste a régné pendant plus de 40 ans, établissant la Pax Romana, une période de paix et de prospérité relative qui durerait 2 siècles. Il a réformé l'administration provinciale, professionnalisé l'armée, embelli Rome avec des bâtiments magnifiques et patronné les arts et la littérature, créant un âge d'or culturel. Des poètes comme Virgile, Horace et Ovide ont créé des œuvres qui célébraient les valeurs romaines et la gloire d'Auguste, établissant une tradition littéraire latine classique qui influencerait la culture européenne pendant des millénaires. L'Énéide de Virgile, racontant le voyage du héros troyen aîné vers l'Italie où ses descendants fonderaient Rome, liait l'histoire romaine à la mythologie grecque et légitimait la règle d'Auguste comme l'accomplissement du destin divin. L'Empire romain à son apogée au IIe siècle de notre ère s'étendait de la Grande-Bretagne au nord jusqu'en Égypte au sud, de l'Atlantique à l'ouest jusqu'à la Mésopotamie à l'est, englobant une diversité extraordinaire de peuples, de langues et de cultures sous une administration centralisée. Un vaste réseau de routes pavées reliait les provinces, facilitant le commerce, les communications et le déplacement rapide des légions pour défendre les frontières. Les villes à travers l'Empire étaient construites selon des modèles similaires avec des forums, des aqueducs apportant de l'eau propre, des bains publics, des amphithéâtres et des temples, diffusant la culture urbaine romaine à travers le monde méditerranéen. Le droit romain, codifié et systématisé au fil des siècles, fournissait un cadre juridique qui protégeait les droits de propriété, réglementait les contrats et établissait des procédures pour résoudre les disputes, créant une base pour les systèmes juridiques européens ultérieurs. La citoyenneté romaine, progressivement étendue à plus de personnes à travers l'Empire et finalement accordée à tous les habitants libres en 212 de notre ère, créait un sentiment d'identité commune transcendant les origines ethniques ou géographiques. Le christianisme a émergé en Palestine au 1er siècle comme un mouvement au sein du judaïsme, centré sur les enseignements de Jésus de Nazareth qui prêchait un message d'amour, de pardon et du royaume de Dieu imminent. Après sa crucifixion par les autorités romaines, ses disciples ont proclamé qu'il était ressuscité d'entre les morts, formant une nouvelle communauté religieuse qui s'est rapidement étendue au-delà de la Judée. L'apôtre Paul a joué un rôle crucial dans la transformation du christianisme d'une secte juive en une religion universelle, argumentant que les gentils pouvaient rejoindre sans adopter les pratiques de la loi juive comme la circoncision.
ces voyages missionnaires à travers la Méditerranée orientale ont établi des communautés chrétiennes dans les grandes villes, et ces lettres aux églises ont articulé la théologie chrétienne primitive. Les premiers chrétiens faisaient face à une persécution périodique de l'État romain, notamment parce que leur refus de participer au culte impérial était considéré comme subversif. Mais ces persécutions ont souvent renforcé leur détermination et ont inspiré l'admiration pour leur courage. Au IIIe siècle, l'Empire romain a connu une crise prolongée marquée par l'instabilité politique avec de nombreux empereurs de courte durée. Souvent des généraux militaires élus par leurs armées et renversés par des rivaux. Les invasions barbares le long des frontières, l'inflation économique, les épidémies et la fragmentation de l'autorité centrale ont menacé l'existence même de l'Empire. L'empereur Dioclétien à la fin du IIIe siècle a tenté de stabiliser la situation en réformant radicalement l'administration. Divisant l'Empire en parties orientales et occidentales avec leurs propres empereurs et Césars dans un système de tétrarchie. Il a également lancé la dernière et la plus sévère persécution des chrétiens, tentant de forcer leur conformité au culte impérial traditionnel. Cependant, son successeur Constantin le Grand a pris une direction opposée radicale, légalisant le christianisme avec l'édit de Milan en 313 et favorisant activement l'Église chrétienne. Marquant un tournant dans l'histoire mondiale. Constantin a fondé une nouvelle capitale, Constantinople, sur le site de l'ancienne ville grecque de Byzance. Créant une cité chrétienne conçue pour rivaliser avec Rome et positionnée stratégiquement pour défendre les frontières orientales riches et vitales. Le christianisme, une fois persécuté et marginal, est devenu la religion officielle de l'Empire romain à la fin du IVe siècle sous l'empereur Théodose, qui a interdit les cultes païens et fermé les temples traditionnels. Cette transformation remarquable a fondamentalement remodelé la culture romaine et a établi le christianisme comme force dominante dans la civilisation européenne. Les débats théologiques sur la nature du Christ, la Trinité et d'autres doctrines ont conduit à des conciles écuméniques comme celui de Nicée en 325 où les évêques ont formulé des credos orthodoxes et condamné ce qu'ils considéraient comme des hérésies. Les pères de l'Église comme Augustin d'Hippone ont développé une philosophie théologique sophistiquée qui synthétisait la pensée chrétienne avec la philosophie classique, créant un cadre intellectuel qui dominerait la pensée médiévale. Augustin, dans des œuvres comme les Confessions et la Cité de Dieu, a exploré la psychologie humaine, la nature du péché, la grâce divine et la signification de l'histoire, articulant une vision qui mettait l'accent sur la primauté du spirituel sur le temporel. L'Empire romain occidental a subi une pression croissante de la part des peuples germaniques migrant à travers ses frontières, fuyant souvent les Indes d'Asie centrale et cherchant sécurité et opportunité dans les territoires impériaux. Les Visigoths, les Vandales, les Francs et d'autres groupes ont progressivement établi leur propre royaume sur le territoire romain. Parfois comme fédérés théoriquement soumis à l'autorité impériale, mais de plus en plus comme dirigeants indépendants. Le sac de Rome par les Visigoths en 410 a choqué le monde méditerranéen, brisant le mythe de l'invincibilité romaine et signalant le déclin terminal de l'autorité impériale en Occident. Le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, a été déposé en 476 par le chef germanique Odoacre, marquant traditionnellement la fin de l'Empire romain d'Occident. Bien que les contemporains n'aient peut-être pas reconnu cet événement comme un moment décisif majeur. L'Empire romain d'Orient, centré sur Constantinople, a continué à prospérer pendant plus de 1000 ans en tant qu'empire byzantin, préservant l'héritage romain et la culture grecque tout en développant sa propre identité distinctive. L'empereur Justinien au VIe siècle a tenté de reconquérir les territoires occidentaux perdus, réussissant temporairement à récupérer l'Afrique du Nord, l'Italie et certaines parties de l'Espagne. Sa plus grande réalisation durable fut la codification du droit romain dans le Corpus Juris Civili, préservant et systématisant des siècles de jurisprudence romaine qui influenceraient les systèmes juridiques européens modernes. Justinien a également construit l'église Sainte-Sophie à Constantinople, un chef-d'œuvre architectural avec son dôme massif qui semblait flotter miraculeusement, créant un espace intérieur de beauté transcendante symbolisant la gloire de Dieu et de l'Empire. L'Empire byzantin maintenait une civilisation urbaine sophistiquée, une bureaucratie complexe, une tradition d'apprentissage classique et une théologie chrétienne orthodoxe qui se développerait distinctement du catholicisme occidental. En Europe occidentale, la période médiévale précoce, parfois appelée les âges sombres bien que ce terme soit maintenant considéré comme trompeur, a vu l'émergence de nouveaux royaumes germaniques qui fusionnaient les traditions tribales avec l'héritage romain et le christianisme. Les Francs sous Clovis se sont convertis au christianisme catholique plutôt qu'à l'arianisme favorisé par d'autres tribus germaniques.
gagnant le soutien de l'Église romaine et établissant une alliance entre l'autorité politique franque et l'autorité religieuse papale. Le monasticisme chrétien, influencé par la règle de Saint Benoît, s'est répandu à travers l'Europe, les monastères servant de centres de prière, d'apprentissage, de préservation des manuscrits classiques et de développement agricole. Les moines copistes dans les scriptoria monastiques ont laborieusement copié des textes religieux et classiques, préservant la littérature latine et les œuvres des pères de l'Église pour les générations futures. Le système féodal a émergé comme forme d'organisation sociale et politique où les seigneurs offraient protection et terre à des vassaux en échange de services militaires et de loyauté, créant une hiérarchie d'obligations mutuelles qui structurait la société médiévale. Charlemagne, roi des Francs couronné empereur en l'an 800 par le pape Léon III, a établi un vaste empire carolingien s'étendant à travers la France, l'Allemagne et l'Italie du Nord moderne. Son couronnement comme empereur romain a symboliquement revendiqué la continuité avec l'Empire romain antique et a créé une alliance puissante entre l'autorité politique et religieuse qui façonnerait la politique européenne médiévale. Charlemagne a encouragé l'apprentissage et l'éducation, lançant ce que les historiens appellent la Renaissance carolingienne, un renouveau culturel qui standardisait l'écriture latine, préservait les textes classiques et établissait des écoles dans les cathédrales et les monastères. Son empire s'est fragmenté après sa mort, divisé entre ses petits-fils dans le traité de Verdun en 843, créant les noyaux de ce qui deviendrait la France, l'Allemagne et l'Italie. Le 9e et le 10e siècle ont vu l'Europe affligée par de nouvelles invasions de vikings scandinaves pillant les côtes et les rivières, de magyars d'Asie centrale attaquant depuis l'Est, et de sarrasins musulmans menaçant depuis la Méditerranée, créant une insécurité qui renforçait les structures féodales locales de protection. En Arabie au 7e siècle, le prophète Mahomet a reçu des révélations qu'il croyait venir de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, fondant la religion de l'islam qui mettait l'accent sur la soumission à la volonté d'Allah et incorporait des éléments des traditions juives et chrétiennes tout en affirmant que Mahomet était le dernier prophète. Après des persécutions initiales à la Mecque, Mahomet a migré vers Médine en 622, un événement connu sous le nom d'Hégire qui marque le début du calendrier islamique. Il a unifié les tribus arabes sous la bannière de l'islam, établissant une communauté religieuse et politique, ou umma, qui transcendait les loyautés tribales traditionnelles. Après la mort de Mahomet en 632, ses successeurs, les califes, ont mené une expansion militaire remarquablement rapide qui a conquis l'empire perse sassanide et a arraché les riches provinces orientales de Syrie, d'Égypte et d'Afrique du Nord à l'empire byzantin en quelques décennies. Ces conquêtes spectaculaires s'expliquent par une combinaison de ferveur religieuse, d'organisation militaire efficace, de guerres civiles et d'épuisement des empires byzantins et perses après des décennies de conflits mutuels, et l'accueil parfois favorable des populations locales fatiguées de la fiscalité lourde et des conflits religieux. Le califat omeyyade, basé à Damas, a étendu le territoire islamique à travers l'Afrique du Nord jusqu'en Espagne à l'ouest et en Asie centrale et au-delà de la Perse à l'est, créant un empire s'étendant de l'Atlantique à l'Indus. Les armées musulmanes ont traversé les Pyrénées en France mais ont été arrêtées à la bataille de Tours en 732 par Charles Martel, limitant l'expansion islamique en Europe occidentale. Le califat abbasside, qui a renversé les Omeyyades en 750 et a déplacé la capitale à Bagdad, a présidé à un âge d'or de la civilisation islamique du 8e au 13e siècle. Bagdad est devenu un centre cosmopolite d'apprentissage, de commerce et de culture où les savants traduisaient les œuvres grecques, persanes et indiennes en arabe, préservant et étendant la connaissance classique. La Maison de la Sagesse à Bagdad a parrainé la recherche en mathématiques, astronomie, médecine, philosophie et autres domaines, avec des savants comme Al-Khwarizmi développant l'algèbre et introduisant le système numérique indo-arabe qui deviendrait standard dans le monde. Les médecins musulmans comme Avicenne ont écrit des encyclopédies médicales complètes qui ont synthétisé la connaissance grecque avec leurs propres observations, servant de texte standard en Europe pendant des siècles. L'Espagne islamique, connue sous le nom d'Al-Andalus, a développé une culture sophistiquée caractérisée par une coexistence généralement pacifique et un échange intellectuel entre musulmans, chrétiens et juifs. Les villes comme Cordoue, Séville et Grenade sont devenues des centres d'apprentissage et d'art, avec des mosquées magnifiques, des jardins luxuriants et des bibliothèques contenant des milliers de manuscrits. La grande mosquée de Cordoue, avec ses centaines d'arches créant une forêt de colonnes, représentait la splendeur architecturale d'Al-Andalus. Les savants d'Al-Andalus ont traduit les textes philosophiques et scientifiques grecs de l'arabe en latin, jouant un rôle crucial dans la transmission de la connaissance classique à l'Europe chrétienne médiévale. Averroès, philosophe musulman du XIIe siècle,
a écrit des commentaires influents sur Aristote qui ont profondément affecté la pensée scolastique européenne ultérieure. Le mathématicien et astronome Al-Zarqali a amélioré les instruments astronomiques et créé des tables qui seraient utilisées pour la navigation pendant des siècles. En Europe occidentale, à partir du XIe siècle, la société a connu une croissance démographique, une expansion agricole, le développement urbain et une ferveur religieuse renouvelée. Le défrichement de nouvelles terres. L'amélioration des techniques agricoles comme la charrue lourde et la rotation triennale des cultures ont augmenté la production alimentaire pour soutenir des populations plus importantes. Les villes ont grandi comme centres de commerce et d'artisanat, avec des marchands et des artisans formant des guildes pour réguler leurs métiers et protéger leurs intérêts. L'architecture romane puis gothique a créé des cathédrales et des églises monumentales qui dominaient les paysages urbains et villageois, leurs flèches s'élevant vers le ciel comme prières en pierre. Les cathédrales gothiques comme Notre-Dame de Paris et Chartres utilisaient des innovations architecturales comme les arcs-boutants. Les voûtes nervurées et les grandes fenêtres de vitraux créant des intérieurs lumineux et aérés qui inspiraient l'émerveillement spirituel. Ces projets de construction massifs mobilisaient les ressources communautaires et la dévotion religieuse, prenant souvent des générations à compléter. Les croisades, lancées en 1095 lorsque le pape Urbain II a appelé les chrétiens européens à reprendre Jérusalem aux musulmans, ont représenté un mouvement massif de pèlerinage armé et de guerre sainte qui a profondément affecté les relations entre la chrétienté et l'islam. La première croisade a réussi à capturer Jérusalem en 1099, établissant des États croisés en Terre Sainte. Bien que le massacre de la population musulmane et juive de Jérusalem ait souillé la victoire, les croisades ultérieures ont eu moins de succès, et les États croisés ont finalement été éliminés par les forces musulmanes au XIIIe siècle. Saladin, dirigeant musulman kurde, a reconquis Jérusalem en 1187, bien qu'il ait traité généreusement les défenseurs chrétiens, contrastant avec le bain de sang de la conquête croisée. Les croisades ont intensifié les contacts entre l'Europe et le Moyen-Orient, stimulant le commerce, l'échange culturel et le transfert de connaissances. Bien qu'elles aient également créé un héritage d'amertume et de méfiance mutuelle. La quatrième croisade a tristement dévié de son objectif pour saccager Constantinople chrétienne en 1204. Affaiblissant l'Empire byzantin et approfondissant le schisme entre les chrétiens catholiques et orthodoxes. Le développement des universités médiévales, commençant avec Bologne, Paris et Oxford au XIIe siècle, a créé des institutions dédiées à l'enseignement supérieur et à la recherche intellectuelle. Ces universités offraient un programme structuré dans les arts libéraux, la théologie, le droit et la médecine, décernant des diplômes qui certifiaient la compétence et la connaissance. La scolastique, méthode intellectuelle développée dans les universités, cherchait à réconcilier la foi chrétienne avec la raison philosophique. Notamment la philosophie d'Aristote nouvellement redécouverte à travers les traductions arabes. Thomas d'Aquin au XIIIe siècle a créé une synthèse monumentale de la théologie chrétienne et de la philosophie aristotélicienne dans sa Summa Theologica. Argumentant que la raison et la foi étaient compatibles et que la philosophie naturelle pouvait soutenir la doctrine religieuse. Les universités ont créé une culture d'apprentissage et de débat qui valorisait l'argumentation logique rigoureuse et l'analyse textuelle minutieuse. Établissant des traditions intellectuelles qui façonneraient la pensée européenne. Fondé par Gengis Khan au début du XIIIe siècle est devenu le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire, s'étendant finalement de la Corée à la Hongrie. Gengis Khan a unifié les tribus mongoles nomades et a créé une machine militaire redoutable combinant mobilité de cavalerie, tactique sophistiquée et organisation disciplinée. Les armées mongoles ont conquis la Chine du Nord, l'Asie centrale, la Perse et ont ravagé l'Europe de l'Est avec une vitesse et une efficacité étonnantes. Bien que les Mongols aient la réputation d'une brutalité terrifiante, massacrant des villes entières qui résistaient. Leur empire a facilité le commerce et les communications à travers l'Eurasie le long de la route de la soie. La Pax Mongolica a permis aux marchands, missionnaires et voyageurs comme Marco Polo de voyager de l'Europe à la Chine en relative sécurité, échangeant des biens, des idées et des technologies entre les civilisations. Les dirigeants mongols ont adopté les cultures de leur territoire conquis, avec les Ilkhans en Perse se convertissant à l'islam et patronnant l'art et l'architecture persan. Tandis que la dynastie Yuan en Chine adoptait des formes administratives chinoises. La peste noire, arrivée en Europe en 1347 apportée par des navires marchands de la mer Noire, a représenté l'une des catastrophes les plus dévastatrices de l'histoire humaine. Tuant environ un tiers de la population européenne en quelques années. Cette pandémie de peste bubonique a créé une terreur et une perturbation massive, avec des communautés entières décimées, l'ordre social bouleversé et l'autorité traditionnelle remise en question. Le traumatisme de la peste s'est reflété dans l'art et la littérature, avec des thèmes de mortalité,
des danses macabres et une préoccupation pour la préparation à la mort. Paradoxalement, la pénurie massive de main-d'œuvre qui en a résulté a amélioré la position de négociation des travailleurs survivants, contribuant au déclin du servage et à l'augmentation des salaires et de la mobilité sociale. L'effondrement démographique a également contribué à la crise économique et à l'instabilité politique qui ont caractérisé le XIVe siècle, une période d'épidémies récurrentes, de famine, de guerre et de soulèvements populaires. La guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France, s'étendant intermittent de 1337 à 1453, a vu des innovations militaires comme l'utilisation de l'arc long anglais qui pouvait percer l'armure de chevalier, remettant en question la domination de la cavalerie aristocratique. Les victoires anglaises précoces comme Crécy et Agincourt ont démontré l'efficacité de l'infanterie disciplinée contre les charges de cavalerie traditionnelles. Jeanne d'Arc, une jeune paysanne qui affirmait recevoir des visions divines, a inspiré les forces françaises à lever le siège d'Orléans en 1429 et a contribué au renversement de la fortune française. Bien qu'elle ait été capturée, jugée pour hérésie et brûlée sur le bûcher, son martyre l'a transformée en symbole national de la résistance française. La guerre s'est finalement terminée par la victoire française et l'expulsion des Anglais de presque tout leur territoire continental, contribuant au développement d'identités nationales distinctes en Angleterre et en France. La Renaissance, commençant en Italie au XIVe siècle et s'étendant à travers l'Europe, a représenté une floraison remarquable de l'art, de la littérature, de la philosophie et de la science caractérisée par un regain d'intérêt pour la culture classique gréco-romaine et une célébration de la dignité et du potentiel humain. Les riches cités-États italiennes comme Florence, Venise et Milan, enrichies par le commerce et la banque, ont patronné des artistes et des savants qui ont créé certaines des plus grandes œuvres de la civilisation occidentale. Les artistes de la Renaissance comme Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël ont maîtrisé la perspective, l'anatomie humaine et l'utilisation de la lumière et de l'ombre pour créer des peintures et des sculptures d'un réalisme et d'une beauté sans précédent. Le David de Michel-Ange et la fresque de la chapelle Sixtine représentent l'apogée de la sculpture et de la peinture de la Renaissance, combinant virtuosité technique avec profondeur émotionnelle et spirituelle. Léonard, génie polyvalent, a excellé non seulement dans l'art mais aussi dans l'ingénierie, l'anatomie et la science, incarnant l'idéal de la Renaissance de l'homme universel. Les humanistes de la Renaissance comme Pétrarque, Erasme et Thomas More ont étudié les textes classiques latins et grecs, cherchant la sagesse morale et civique dans les œuvres de Cicéron, Platon et d'autres auteurs antiques. Ils ont développé une philologie critique pour établir des textes précis et ont appliqué ces méthodes aux écritures chrétiennes, comparant parfois défavorablement l'Église de leur époque aux idéaux chrétiens primitifs. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg au milieu du XVe siècle a révolutionné la diffusion de la connaissance, rendant les livres beaucoup moins chers et plus accessibles. La première œuvre majeure de Gutenberg, la Bible de Gutenberg, a démontré le potentiel de la nouvelle technologie pour produire des livres de haute qualité en masse. L'imprimerie a facilité la diffusion rapide des idées de la Renaissance et de la Réforme, transformant la communication et contribuant à l'alphabétisation croissante et à l'engagement du public avec les questions intellectuelles et religieuses. L'ère de l'exploration, lancée au XVe siècle par des navigateurs portugais et espagnols cherchant des routes maritimes vers les richesses de l'Asie, a élargi les horizons géographiques européens et a lancé une période de contact global et de colonisation. Les Portugais, sous le prince Henri le Navigateur, ont systématiquement exploré la côte africaine, établissant des postes de traite et cherchant finalement une route maritime vers l'Inde. Vasco de Gama a réussi à atteindre l'Inde en 1498 en contournant l'Afrique, ouvrant un commerce maritime lucratif des épices qui contournait les intermédiaires musulmans et vénitiens. Christophe Colomb, cherchant une route occidentale vers l'Asie pour l'Espagne, a rencontré les Amériques en 1492, bien qu'il soit mort en croyant avoir atteint les Indes orientales. Cette rencontre a déclenché l'échange colombien, un transfert massif de plantes, d'animaux, de maladies et de peuples entre les hémisphères qui a transformé les sociétés des deux côtés de l'Atlantique. Les maladies européennes comme la variole ont décimé les populations indigènes américaines qui n'avaient aucune immunité, provoquant un effondrement démographique catastrophique qui a facilité la conquête européenne. Les conquistadors espagnols comme Hernán Cortés et Francisco Pizarro ont conquis les empires aztèques et incas avec de petites forces, exploitant les divisions internes. Les avantages technologiques comme les chevaux et les armes à feu, et les ravages des maladies épidémiques. La chute de Tenochtitlan, la capitale aztèque magnifique.
devant Cortés en 1521 et la capture de l'empereur Inca Atahualpa par Pizarro en 1532 ont marqué la fin des grands empires américains et le début de la domination coloniale espagnole. Les Espagnols ont établi un système colonial exploitant les populations indigènes pour le travail dans les mines et l'agriculture, extrayant d'énormes quantités d'argent et d'or qui ont afflué vers l'Europe et ont alimenté l'inflation et la transformation économique. Les missionnaires catholiques ont accompagné les conquérants, cherchant à convertir les populations indigènes au christianisme et souvent à détruire les traditions religieuses et culturelles indigènes. Bien que certains clercs comme Bartholomé de Las Casas aient dénoncé les atrocités commises contre les peuples autochtones. La réforme protestante, déclenchée lorsque Martin Luther a cloué ses 95 thèses à la porte de l'église de Wittenberg en 1517. Protestant contre la vente d'indulgences et d'autres pratiques de l'église, a divisé la chrétienté occidentale et déclenché plus d'un siècle de conflits religieux. Luther a articulé des doctrines de justification par la foi seule, l'autorité de la Bible au-dessus de la tradition de l'Église, et le sacerdoce de tous les croyants, remettant en question l'autorité papale et la hiérarchie ecclésiastique. Son utilisation de l'imprimerie pour diffuser ses idées a rapidement gagné un large public à travers l'Allemagne et au-delà, avec ses écrits traduits et republiés massivement. D'autres réformateurs comme Jean Calvin à Genève, Ulrich Zwingli à Zurich et le mouvement anabaptiste radical ont développé différentes théologies protestantes, créant une diversité de traditions qui fragmenteraient davantage la chrétienté. L'Église catholique a répondu avec la contre-réforme, cherchant à clarifier la doctrine au Concile de Trente, à réformer les abus et à lancer une campagne missionnaire revitalisée dirigée par de nouveaux ordres religieux comme les jésuites. Les guerres de religion qui ont ravagé l'Europe au XVIe et XVIIe siècle ont fusionné conflits théologiques avec rivalités politiques et dynastiques, créant des guerres longues et brutales qui ont dévasté des régions entières. La guerre de 30 ans de 1618 à 1648, initialement un conflit entre catholiques et protestants dans le Saint-Empire romain, s'est transformée en une lutte de pouvoir internationale impliquant la plupart des grandes puissances européennes. La dévastation en Allemagne était terrible, avec certaines régions perdant jusqu'à la moitié de leur population à cause de la violence, de la famine et de la maladie. La paix de Westphalie qui a mis fin à la guerre en 1648 a établi le principe selon lequel les dirigeants pouvaient déterminer la religion de leur territoire et a reconnu la souveraineté des États individuels, établissant des fondations du système international moderne d'États-nations indépendants. Le traité a également marqué un déclin de l'autorité universelle du pape et de l'empereur, renforçant la tendance vers des États centralisés et séculiers. La révolution scientifique du XVIe et du XVIIe siècle a transformé la compréhension humaine du monde naturel à travers l'observation empirique, l'expérimentation et le raisonnement mathématique. Copernic a proposé un modèle héliocentrique du système solaire plaçant le Soleil plutôt que la Terre au centre, bien qu'il ait hésité à publier sa théorie de son vivant par crainte d'une controverse religieuse. Galilée, utilisant le télescope nouvellement inventé, a découvert des lunes orbitant autour de Jupiter, les phases de Vénus et d'autres phénomènes qui soutenaient le modèle copernicien. Bien que son plaidoyer pour l'héliocentrisme l'ait amené en conflit avec l'Inquisition catholique qui l'a forcé à se rétracter. Johannes Kepler a découvert que les orbites planétaires sont elliptiques plutôt que circulaires, formulant des lois mathématiques du mouvement planétaire qui décrivaient les phénomènes célestes avec une précision sans précédent. Isaac Newton a synthétisé les œuvres de ses prédécesseurs dans ses Principia Mathematica, formulant la loi de la gravitation universelle et les lois du mouvement qui expliquaient à la fois le mouvement terrestre et céleste avec un seul ensemble de principes mathématiques, unifiant la physique et démontrant le pouvoir de la méthode scientifique. L'âge de l'absolutisme au XVIIe et XVIIIe siècle a vu les monarques européens concentrer le pouvoir et construire des États centralisés avec des bureaucraties élargies, des armées permanentes et des économies mercantilistes. Louis XIV de France incarnait l'absolutisme royal, affirmant qu'il gouvernait par droit divin et centralisant l'autorité dans sa propre personne avec sa déclaration présumée « L'État, c'est moi ». Il a construit le magnifique palais de Versailles comme symbole de sa puissance et comme moyen de contrôler la noblesse en l'attirant à la cour où leur statut dépendait de la faveur royale. Le siècle des Lumières du XVIIIe siècle a vu des philosophes et des écrivains appliquer la raison à l'examen des institutions sociales, politiques et religieuses, remettant en question l'autorité traditionnelle et plaidant pour la réforme. Les philosophes français comme Voltaire critiquaient l'intolérance religieuse et plaidaient pour la liberté de penser, tandis que Montesquieu analysait les formes de gouvernement et proposait la séparation des pouvoirs pour prévenir le despotisme. Rousseau explorait les fondements de la légitimité politique dans le contrat social,
argumentant que l'autorité légitime dérivait du consentement du gouverné, pas du droit divin ou de la tradition héréditaire. La révolution industrielle, commençant en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, a transformé fondamentalement l'économie, la société et la vie quotidienne à travers la mécanisation de la production, particulièrement dans l'industrie textile. L'invention de machines comme la machine à filer, le métier à tisser mécanique et la machine à vapeur de James Watt a multiplié la productivité et a déplacé la production des ateliers domestiques vers les usines. L'utilisation du charbon pour alimenter les machines à vapeur a fourni une nouvelle source d'énergie qui libérait la production industrielle de la dépendance à l'énergie hydraulique ou animale. La construction de canaux puis de chemins de fer a créé des systèmes de transport qui pouvaient déplacer des marchandises en vrac rapidement et à moindre coût, intégrant les marchés nationaux et permettant la spécialisation régionale. L'industrialisation a créé de nouvelles classes sociales d'industriels capitalistes et d'ouvriers d'usines, avec des conditions de travail souvent terribles dans les premières usines caractérisées par de longues heures, des salaires bas, un travail des enfants et des environnements dangereux. L'urbanisation s'est accélérée alors que les populations rurales affluaient vers les villes pour trouver du travail dans les usines, créant des métropoles industrielles surpeuplées avec des problèmes de logement insalubres, d'assainissement et de santé publique. Reposez-vous profondément maintenant alors que ces récits de transformation et de changement se déposent doucement dans votre esprit, enrichissant votre compréhension de la façon dont notre monde moderne a émergé de ces siècles de développement humain, d'innovation et de lutte. La Révolution américaine de 1776 a représenté un défi radical à l'autorité monarchique traditionnelle, avec les 13 colonies britanniques déclarant leur indépendance et affirmant que tous les hommes sont créés égaux avec des droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Influencés par les idées des Lumières sur le consentement du gouverné et les droits naturels, les révolutionnaires américains ont créé une république constitutionnelle avec des pouvoirs séparés et des garanties de droits individuels. La Constitution américaine et la Déclaration des droits ont établi des précédents pour le gouvernement démocratique qui inspirerait les mouvements révolutionnaires et les réformateurs dans le monde entier. George Washington, commandant de l'armée continentale pendant la guerre d'indépendance et premier président, a établi des normes de leadership civil et de transition pacifique du pouvoir qui ont stabilisé la jeune République. La Révolution française de 1789 a commencé avec des demandes modérées de réforme constitutionnelle mais s'est radicalisée en un bouleversement violent qui a renversé la monarchie, exécuté le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette, et a tenté de reconstruire la société française sur des principes rationnels. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a proclamé la liberté, l'égalité et la fraternité comme principes fondamentaux, abolissant les privilèges aristocratiques et affirmant la souveraineté populaire. Cependant, la Révolution est devenue de plus en plus violente pendant la Terreur, où le comité de salut public sous Robespierre a envoyé des milliers à la guillotine comme ennemis présumés de la Révolution, créant un climat de paranoïa et de répression. La Révolution s'est finalement épuisée dans l'instabilité et l'excès, ouvrant la voie au coup d'État de Napoléon Bonaparte en 1799. Napoléon a consolidé le pouvoir comme premier consul puis s'est couronné empereur en 1804. Créant un régime autoritaire qui préservait certaines réformes révolutionnaires comme l'égalité juridique et la méritocratie tout en restaurant l'autorité centralisée. Son code civil a systématisé le droit français, protégeant les droits de propriété et établissant l'égalité devant la loi, bien qu'il ait limité les droits des femmes et rétabli l'esclavage dans les colonies françaises. Les guerres napoléoniennes ont vu la France conquérir une grande partie de l'Europe, diffusant les idées révolutionnaires et démontrant les structures féodales dans les territoires occupés. La grande armée de Napoléon semblait invincible jusqu'à sa désastreuse invasion de la Russie en 1812, où l'hiver russe, la tactique de terre brûlée et les distances immenses ont détruit son armée. Sa défaite finale à Waterloo en 1815 a mis fin à plus de 2 décennies de guerre révolutionnaire et napoléonienne, conduisant à une restauration conservatrice qui cherchait à inverser les changements révolutionnaires et à restaurer l'ancien ordre monarchique. Le Congrès de Vienne de 1814 à 1815 a rassemblé les puissances européennes pour reconstruire l'ordre politique après les guerres napoléoniennes, cherchant à créer un équilibre des pouvoirs qui préviendrait toute nation unique de dominer le continent. Les négociateurs, dirigés par le ministre autrichien Metternich, ont redessiné la carte de l'Europe, restaurant des monarchies légitimes et créant un système de conférences internationales pour résoudre les disputes. Cependant, les forces du nationalisme et du libéralisme libérées par les révolutions françaises et américaines ne pouvaient pas être complètement réprimées, conduisant à des vagues de mouvements révolutionnaires en 1820, 1830 et surtout 1848 qui ont défié l'ordre conservateur.
Les révolutions de 1848 qui ont balayé l'Europe ont exprimé des demandes de constitution, de liberté civile, de réforme sociale et d'unification ou d'indépendance nationale. Bien que la plupart aient été finalement réprimées par les forces conservatrices. Le XIXe siècle a vu l'expansion continue de l'industrialisation de la Grande-Bretagne vers l'Europe continentale, l'Amérique du Nord et finalement d'autres régions du monde. Transformant les économies, les sociétés et les paysages. La construction de chemins de fer a créé des réseaux de transport qui réduisaient drastiquement les coûts et les temps de voyage, facilitant le commerce. L'intégration des marchés et la mobilité des personnes. Le télégraphe a permis une communication presque instantanée sur de longues distances, révolutionnant les affaires, le journalisme et la coordination gouvernementale. Les innovations technologiques se sont accélérées avec l'invention du processus Bessemer pour la production d'acier à faible coût, le développement de l'industrie chimique et l'application de la science à l'industrie créant de nouvelles sources d'avantages compétitifs. L'industrialisation a créé une richesse sans précédent pour certains tout en créant de vastes inégalités et des conditions de vie misérables pour de nombreux travailleurs. Stimulant le développement de mouvements socialistes et travaillistes qui cherchaient à améliorer les conditions des classes ouvrières. Karl Marx et Friedrich Engels ont développé une critique complète du capitalisme dans le Manifeste communiste et le Capital. Argumentant que l'histoire était façonnée par la lutte des classes et que le capitalisme contenait des contradictions internes qui mèneraient inévitablement à son renversement par une révolution prolétarienne établissant une société communiste sans classe. Leurs idées influenceraient profondément les mouvements révolutionnaires du XXe siècle. Bien que les tentatives de construire des sociétés communistes s'écarteraient souvent radicalement de leur vision. Les mouvements travaillistes et socialistes en Europe et en Amérique du Nord ont cherché des réformes immédiates comme des journées de travail plus courtes, de meilleurs salaires, la sécurité au travail et le droit de former des syndicats et de faire grève, obtenant des gains progressifs grâce à l'organisation et à l'action politique. Le nationalisme est devenu une force politique puissante au XIXe siècle, motivant des mouvements pour l'unification nationale en Italie et en Allemagne et l'indépendance parmi les peuples soumis à des empires multinationaux. L'unification italienne, achevée en 1870, a vu le royaume de Piémont-Sardaigne sous la direction de Cavour et les exploits militaires de Garibaldi unir les divers États italiens en un royaume unique. L'unification allemande, orchestrée par le chancelier prussien Otto von Bismarck à travers une série de guerres contre le Danemark, l'Autriche et la France, a créé un puissant empire allemand en 1871 qui dérangerait l'équilibre des pouvoirs en Europe. Bismarck a ensuite poursuivi une politique étrangère prudente cherchant à isoler la France et à maintenir la stabilité européenne. Bien que son système d'alliances complexe créerait finalement des tensions qui contribueraient au déclenchement de la Première Guerre mondiale. L'impérialisme européen s'est intensifié à la fin du XIXe siècle lors de la ruée vers l'Afrique, où les puissances européennes se sont divisées presque tout le continent africain en colonies, exploitant les ressources et imposant le contrôle politique direct sur les populations indigènes. La conférence de Berlin de 1884 à 1885 a établi des règles pour la colonisation européenne de l'Afrique, ignorant complètement les frontières et les organisations politiques africaines existantes. Les justifications de l'impérialisme incluaient des arguments sur la supériorité raciale, la mission civilisatrice et le devoir de l'homme blanc d'apporter le progrès aux peuples prétendument arriérés, masquant les motivations économiques et la domination politique avec une rhétorique paternaliste. L'impérialisme a eu des impacts dévastateurs sur les sociétés africaines et asiatiques, perturbant les économies traditionnelles, imposant des frontières arbitraires qui ignoraient les identités ethniques et culturelles, et exploitant brutalement le travail et les ressources. Cependant, il a également stimulé la résistance et les mouvements nationalistes qui finiraient par chercher l'indépendance au XXe siècle. Les avancées scientifiques et technologiques se sont accélérées au XIXe siècle avec la formulation de la théorie de l'évolution de Darwin par sélection naturelle, qui expliquait la diversité et l'adaptation des organismes vivants sans recours à un créateur divin, déclenchant des controverses qui persistent dans certains milieux aujourd'hui. Les découvertes en physique comme les lois de la thermodynamique, la théorie électromagnétique de Maxwell unifiant l'électricité, le magnétisme et la lumière, et la découverte de la radioactivité ont élargi la compréhension scientifique du monde naturel. Louis Pasteur et Robert Koch ont établi la théorie des germes de la maladie, révolutionnant la médecine et la santé publique en identifiant les micro-organismes comme cause d'infection et en développant des méthodes de prévention comme la pasteurisation et la vaccination. Les améliorations de l'assainissement, de l'approvisionnement en eau, de la nutrition et des soins médicaux ont contribué à une baisse de la mortalité et à une croissance démographique rapide en Europe et en Amérique du Nord.
Le XXe siècle a débuté avec un optimisme sur le progrès et la civilisation, mais ces espoirs ont été brisés par le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Déclenché par l'assassinat de l'archiduc autrichien François Ferdinand par un nationaliste serbe à Sarajevo. Les systèmes d'alliance ont rapidement entraîné les grandes puissances dans le conflit, avec les puissances centrales d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie face aux alliés de France, Grande-Bretagne, Russie et finalement les États-Unis. La guerre s'est enlisée dans une guerre de tranchées meurtrières sur le front occidental. Avec les deux camps creusant des systèmes complexes de tranchées séparés par un no man's land balayé par les tirs de mitrailleuses et l'artillerie. Les nouvelles technologies militaires comme les gaz toxiques, les chars, les avions et les sous-marins ont augmenté la puissance destructrice de la guerre. Des batailles comme Verdun et la Somme ont duré des mois et ont causé des centaines de milliers de victimes pour des gains territoriaux minimes. Démontrant la futilité et l'horreur de la guerre industrielle moderne. La révolution russe de 1917 a renversé le régime tsariste autocratique et a finalement porté les bolcheviks de Lénine au pouvoir, établissant le premier État communiste au monde. La Russie s'est retirée de la Première Guerre mondiale avec le traité de Brest-Litovsk, cédant de vastes territoires à l'Allemagne pour gagner la paix et se concentrer sur la consolidation du contrôle bolchevique. La guerre civile russe entre les rouges bolcheviques et les blancs anticommunistes a duré jusqu'en 1922, causant des millions de morts supplémentaires par violence, famine et maladie. Lénine a tenté de construire un État socialiste basé sur l'idéologie marxiste, nationalisant l'industrie, collectivisant l'agriculture et établissant une dictature du parti unique qui réprimait l'opposition. Son successeur Staline a poursuivi l'industrialisation forcée et la collectivisation agricole au cours des années 1930. Provoquant la famine qui a tué des millions et établissant un régime totalitaire caractérisé par la terreur d'État massive, les purges et les camps de travail du goulag. La Première Guerre mondiale s'est terminée en 1918 avec la défaite des puissances centrales après que l'entrée des États-Unis en 1917 avait fait pencher la balance en faveur des Alliés. Le traité de Versailles imposait de dures conditions à l'Allemagne, incluant d'énormes réparations, la perte de territoire et l'acceptation de la responsabilité de la guerre, créant un ressentiment qui alimenterait les mouvements nationalistes extrêmes. La Société des Nations a été créée pour prévenir les guerres futures par le biais de la sécurité collective et du désarmement. Bien qu'elle se soit révélée inefficace sans la participation américaine et face à des puissances agressives dans les années 1930. La guerre avait tué environ 10 millions de soldats et autant de civils, traumatisé une génération et détruit les empires européens, austro-hongrois, ottomans et russes qui avaient dominé l'Europe pendant des siècles. Les années 1920 ont vu une prospérité économique en Amérique et dans certaines parties de l'Europe, avec de nouvelles technologies comme l'automobile, la radio et le cinéma transformant la vie quotidienne et la culture populaire. La production de masse selon les principes fordistes a rendu les biens de consommation plus abordables, créant une société de consommation de masse et augmentant les niveaux de vie pour beaucoup. Les femmes ont obtenu le droit de vote dans de nombreux pays après la Première Guerre mondiale, marquant une avancée significative dans l'égalité des genres, bien que la pleine égalité sociale, économique et politique reste un objectif non atteint. Les années folles ont vu un épanouissement culturel avec l'art moderniste, la littérature et la musique jazz défiant les conventions traditionnelles et explorant de nouvelles formes d'expression. Cependant, cette prospérité s'est brutalement terminée avec le krach boursier de 1929 et le début de la Grande Dépression. La Grande Dépression a provoqué un chômage massif, des faillites d'entreprises, des échecs bancaires et une misère généralisée à travers le monde industrialisé, sapant la confiance dans le capitalisme et la démocratie libérale. Aux États-Unis, le président Franklin Roosevelt a lancé le New Deal, un programme de réforme gouvernementale et de dépenses de secours visant à soulager la souffrance et à relancer l'économie par l'intervention de l'État. En Europe, la crise économique a contribué à la montée de mouvements extrémistes de droite et de gauche, notamment le parti nazi d'Adolf Hitler en Allemagne qui promettait de restaurer la grandeur allemande et de résoudre les problèmes économiques. Hitler a obtenu le pouvoir légalement en 1933 puis a rapidement démantelé la démocratie allemande, établissant une dictature totalitaire basée sur l'idéologie nazie de suprématie raciale, d'antisémitisme virulent et d'expansion territoriale agressive. La Seconde Guerre mondiale, qui a duré de 1939 à 1945, a été le conflit le plus dévastateur de l'histoire humaine, tuant environ 70 à 85 millions de personnes, dont environ 6 millions de juifs assassinés dans l'Holocauste nazi. La guerre a commencé avec l'invasion allemande de la Pologne en septembre 1939. Rapidement suivie de la conquête de la majeure partie de l'Europe occidentale par la Blitzkrieg allemande combinant l'aviation,
les blindés et l'infanterie motorisée. La Grande-Bretagne sous Winston Churchill a résisté seule après la chute de la France, survivant au blitz aérien allemand et maintenant une tête de pont pour la libération éventuelle de l'Europe. L'invasion allemande de l'Union soviétique en juin 1941, la plus grande opération militaire de l'histoire, a finalement échoué face à l'immensité du territoire soviétique. La rigueur de l'hiver et la résistance acharnée, conduisant à un renversement catastrophique pour l'Allemagne. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941 a amené les États-Unis dans la guerre, transformant le conflit en une lutte mondiale véritablement globale. L'Holocauste représente le génocide systématique du peuple juif européen par le régime nazi. Utilisant des centres de mise à mort industriels comme Auschwitz pour assassiner en masse les victimes avec une efficacité bureaucratique terrifiante. Cette atrocité inimaginable a également ciblé les Roms, les personnes handicapées, les homosexuels, les prisonniers politiques et d'autres groupes jugés indésirables par l'idéologie nazie. La découverte des camps de la mort par les forces alliées a révélé l'ampleur complète de l'horreur, conduisant à un réexamen de l'éthique, des droits de l'homme et de la nécessité de mécanismes internationaux pour prévenir de futurs génocides. Les procès de Nuremberg après la guerre ont établi des précédents pour tenir les individus responsables de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Bien que de nombreux auteurs aient échappé à la justice. La guerre s'est terminée en Europe en mai 1945 après que les forces soviétiques eurent capturé Berlin et qu'Hitler se fut suicidé. Et en Asie en août 1945 après que les États-Unis eurent largué des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, tuant des centaines de milliers de civils et démontrant le pouvoir terrifiant de la nouvelle ère nucléaire. L'usage de la bombe atomique reste controversé, ses défenseurs argumentant qu'elle a épargné les vies qui auraient été perdues dans une invasion du Japon. Tandis que les critiques condamnent le ciblage délibéré de civils et questionnent si le Japon était déjà au bord de la capitulation. La guerre a laissé l'Europe en ruine, des millions de personnes déplacées, des économies dévastées et des sociétés traumatisées par des années de conflit total. L'ordre d'après-guerre a vu l'émergence de deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, avec des idéologies concurrentes et des visions pour l'organisation mondiale, conduisant à la guerre froide qui dominerait les relations internationales pendant plus de 4 décennies. Le rideau de fer a divisé l'Europe entre les démocraties capitalistes de l'Ouest alignées sur les États-Unis et les dictatures communistes de l'Est contrôlées par l'Union soviétique. Le plan Marshall a fourni une aide économique américaine massive pour reconstruire l'Europe occidentale, créant une prospérité qui contrastait fortement avec les économies à commande planifiées moins réussies du bloc oriental. L'OTAN a été créée comme alliance militaire défensive de nations occidentales, tandis que le pacte de Varsovie unissait les États communistes d'Europe de l'Est sous le leadership soviétique. Les Nations Unies ont été établies en 1945 pour maintenir la paix et la sécurité internationale, promouvoir les droits de l'homme et faciliter la coopération sur les problèmes mondiaux. Bien qu'elle ait été souvent paralysée pendant la guerre froide par le droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité poursuivant des agendas rivaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a articulé une vision des droits humains fondamentaux applicables à tous indépendamment de la race, de la religion, du sexe ou de la nationalité, bien que sa mise en œuvre soit inégale et souvent ignorée. Le processus de décolonisation s'est accéléré après la Seconde Guerre mondiale alors que les empires européens affaiblis faisaient face à des mouvements nationalistes exigeant l'indépendance en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. L'Inde a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1947 après des décennies de lutte nationaliste dirigée par Mahatma Gandhi et d'autres qui utilisaient la résistance non violente et la désobéissance civile. Bien que l'indépendance ait été accompagnée de la partition traumatisante créant le Pakistan à majorité musulmane, causant des violences massives et le déplacement de millions de personnes. À travers l'Afrique dans les années 1950 et 1960, les mouvements nationalistes ont obtenu l'indépendance des puissances coloniales européennes, créant de nouveaux États qui luttaient souvent avec les frontières héritées de la colonisation, le sous-développement économique et l'instabilité politique. La guerre froide s'est souvent jouée dans le tiers-monde alors que les États-Unis et l'Union soviétique cherchaient l'influence en soutenant les gouvernements alliés et les mouvements d'insurrection, transformant les conflits locaux en guerre par procuration entre superpuissances. La course aux armements nucléaires a créé un équilibre de la terreur où les deux superpuissances possédaient suffisamment d'armes pour détruire l'autre et le monde plusieurs fois, conduisant à la doctrine de la destruction mutuelle assurée qui dissuadait ironiquement la guerre directe par la menace d'anéantissement total. La crise des missiles de Cuba en 1962 a amené le monde au bord de la guerre nucléaire lorsque l'Union soviétique a déployé des missiles à portée intermédiaire à Cuba, conduisant à une confrontation tendue qui s'est finalement résolue par la négociation et le compromis.
La course à l'espace a vu la compétition entre les superpuissances pour les réalisations dans l'exploration spatiale, l'Union soviétique lançant le premier satellite et le premier cosmonaute. Tandis que les États-Unis ont atteint la Lune en 1969, un accomplissement technologique remarquable qui a captivé l'imagination mondiale. Les mouvements des droits civiques dans les années 1950 et 1960 ont défié la ségrégation raciale et la discrimination. Particulièrement aux États-Unis où le mouvement des droits civiques dirigé par Martin Luther King Jr. utilisait la protestation non violente et la désobéissance civile pour exiger l'égalité raciale. Le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965 ont démantelé la ségrégation légale et les barrières au vote pour les Afro-Américains. Bien que l'égalité complète reste un objectif non atteint. Les mouvements de libération des femmes ont défié la discrimination de genre et exigé l'égalité dans l'emploi, l'éducation et la vie personnelle. Obtenant des gains légaux et sociaux importants bien qu'incomplets. Les mouvements étudiants et anti-guerre ont protesté contre la guerre du Vietnam et ont défié l'autorité traditionnelle. Reflétant des changements culturels plus larges valorisant l'expression individuelle et questionnant les normes établies. La révolution culturelle de la Chine sous Mao Zedong de 1966 à 1976 a mobilisé les masses, particulièrement les jeunes gardes rouges, pour purger les éléments capitalistes et traditionnels présumés. Créant le chaos, détruisant les artefacts culturels et provoquant des millions de morts par violence, travail forcé et famine. Le grand bond en avant de Mao plus tôt avait tenté d'industrialiser rapidement la Chine par la collectivisation agricole et la mobilisation de masse. Mais a provoqué une famine catastrophique qui a tué des dizaines de millions de personnes, l'une des pires catastrophes humanitaires de l'histoire. Ces politiques désastreuses ont été cachées au monde extérieur et même à beaucoup en Chine par la censure gouvernementale et le contrôle de l'information. Les révolutions technologiques de la seconde moitié du XXe siècle ont transformé la vie quotidienne et l'économie mondiale, avec le développement de l'ordinateur personnel, d'Internet et de la communication numérique créant une société de l'information où la connaissance et les données sont devenues des ressources économiques cruciales. La révolution verte dans l'agriculture a augmenté la production alimentaire par l'utilisation de variétés à haut rendement, d'engrais et d'irrigation. Prévenant les famines massives bien qu'elle ait créé des problèmes environnementaux et de dépendance aux intrants chimiques. Les progrès médicaux ont éradiqué la variole, presque éliminé la polio et développé des traitements pour de nombreuses maladies, augmentant considérablement l'espérance de vie dans le monde entier. Bien que des inégalités d'accès aux soins de santé persistent. L'effondrement de l'Union soviétique et du bloc communiste en 1989 à 1991 a marqué la fin de la guerre froide. Symbolisé dramatiquement par la chute du mur de Berlin en novembre 1989 lorsque les Allemands de l'Est et de l'Ouest ont célébré ensemble la réunification. Les réformes de glasnost et de perestroïka de Gorbatchev destinées à revitaliser le système soviétique ont plutôt libéré des forces qui l'ont démantelé. Les républiques soviétiques déclarant leur indépendance et l'économie à commande planifiée s'effondrant. L'effondrement communiste apparemment pacifique a néanmoins créé des difficultés économiques massives, des conflits ethniques et une instabilité politique dans de nombreux anciens États soviétiques. La mondialisation s'est accélérée à la fin du XXe et au début du XXIe siècle avec l'expansion du commerce international. L'investissement transfrontalier et l'intégration des marchés financiers créant une économie mondiale interconnectée. Les progrès dans les technologies de transport et de communication ont facilité le mouvement des biens, des capitaux, des idées et des personnes à travers les frontières. Transformant les chaînes de production et créant de nouvelles opportunités économiques tout en soulevant des préoccupations concernant l'inégalité. L'exploitation du travail et la dégradation environnementale. L'essor de la Chine comme puissance économique à travers les réformes de marché tout en maintenant le contrôle politique du Parti communiste a créé un modèle alternatif de développement qui défilait. Hypothèses selon lesquelles la libéralisation économique mènerait inévitablement à la démocratisation politique. Les crises environnementales, particulièrement le changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles, représentent des défis globaux urgents nécessitant une coopération internationale et des transformations majeures dans les systèmes énergétiques et économiques. La reconnaissance scientifique du réchauffement climatique s'est développée au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Avec un consensus croissant que l'activité humaine altère le système climatique de la Terre avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Les accords internationaux comme l'accord de Paris cherchent à coordonner l'action mondiale pour limiter les émissions et s'adapter au changement climatique. Bien que la mise en œuvre reste contestée et inadéquate par rapport à l'ampleur du défi. Les révolutions numériques et technologiques continuent de transformer la société avec Internet créant de nouvelles formes de communication.
de commerce et d'organisation sociale tout en soulevant des questions sur la vie privée, la désinformation et la concentration du pouvoir dans les grandes entreprises technologiques. Les médias sociaux ont permis une mobilisation politique rapide et des mouvements de protestation mondiaux tout en facilitant également la propagation de fausses informations et la polarisation politique. L'intelligence artificielle et l'automatisation promettent d'augmenter la productivité et de résoudre des problèmes complexes tout en créant des anxiétés concernant le déplacement d'emploi et le contrôle de technologies puissantes. Les pandémies mondiales comme la Covid-19 ont démontré à la fois l'interconnexion globale qui permet aux maladies de se propager rapidement à travers le monde et les capacités de la science moderne à développer des vaccins et des traitements, tout en révélant des inégalités persistantes dans l'accès aux soins de santé et les vulnérabilités des systèmes de santé publique. Les tensions géopolitiques continuent avec les rivalités entre grandes puissances, les conflits régionaux, le terrorisme et les migrations massives créant de l'instabilité et de la souffrance humaine. Rappelons que l'histoire n'a pas de fin définitive mais continue d'évoluer avec de nouveaux défis et opportunités. Les mouvements pour la justice sociale, l'égalité des genres, les droits LGBTQ+, et la justice raciale continuent de contester les discriminations et les inégalités, cherchant à créer des sociétés plus inclusives et équitables. Les progrès sont inégaux et contestés, avec des réactions conservatrices et des débats sur le rythme et la nature du changement social. La biotechnologie et l'édition génétique ouvrent des possibilités de traiter les maladies héréditaires et d'améliorer les capacités humaines tout en soulevant de profondes questions éthiques sur les limites de l'intervention humaine dans la biologie. Alors que vous vous reposez paisiblement, permettez à ces histoires de l'expérience humaine de s'installer dans votre conscience, comprenant que nous sommes tous participants dans l'histoire en cours, façonnée par les héritages du passé tout en créant l'avenir à travers nos choix et nos actions. Les défis auxquels l'humanité fait face aujourd'hui sont immenses, du changement climatique aux inégalités économiques en passant par les risques technologiques. Mais l'histoire démontre également la résilience humaine, la créativité et la capacité d'adaptation et d'innovation face à l'adversité. Chaque époque a confronté ses propres crises existentielles et a trouvé des moyens de persévérer et souvent de progresser, bien que jamais sans coups et contradictions. L'étude de l'histoire nous aide à comprendre comment nos institutions, nos idées et nos identités actuelles ont été formées par les processus de longue durée et les événements transformateurs du passé. Elle nous rappelle que les arrangements présents ne sont pas naturels ou inévitables mais sont le résultat de luttes humaines, de compromis et de contingences. Cette perspective peut cultiver à la fois l'humilité face à la complexité de la condition humaine et l'espoir que le changement est possible lorsque les gens s'organisent et agissent collectivement pour des objectifs communs. Les récits historiques que nous racontons façonnent nos compréhensions de qui nous sommes et de ce que nous valorisons, influençant les décisions politiques contemporaines et les débats culturels. Différents groupes mettent l'accent sur différents aspects du passé, créant des histoires concurrentes qui reflètent les intérêts et les perspectives actuelles. Une histoire critique reconnaît ces multiples perspectives et cherche à comprendre le passé dans toute sa complexité plutôt que de le simplifier en récits réconfortants de progrès inévitables ou de déclin moral. L'interconnexion croissante du monde signifie que les histoires locales et nationales doivent être comprises dans des contextes globaux plus larges. Reconnaissant comment les événements dans une région ont influencé et ont été influencés par les développements ailleurs. La perspective mondiale révèle des modèles de migration, d'échange, de conquête et d'adaptation qui ont façonné toutes les sociétés humaines, remettant en question les notions de cultures isolées ou pures. Respirez profondément et permettez à votre esprit de se détendre complètement alors que ces connaissances historiques enrichissent votre compréhension sans effort pendant votre repos. L'histoire de l'humanité est votre histoire, l'héritage d'innombrables générations qui ont lutté, créé, aimé et espéré, transmettant leurs expériences à travers le temps jusqu'à nous. En dormant paisiblement cette nuit, vous portez cette conscience avec vous, une compréhension plus profonde du voyage humain qui peut éclairer votre propre vie et vos choix. Que ces histoires du passé vous inspirent et vous guident alors que vous faites face à votre propre avenir avec sagesse, compassion et espoir pour un monde meilleur. L'héritage de l'histoire nous enseigne que le changement est la seule constante, que les civilisations s'élèvent et tombent, que les empires se fragmentent et que de nouvelles formes d'organisation émergent des cendres de l'ancien. Cette conscience de l'impermanence peut cultiver à la fois l'humilité et le courage. Reconnaissant que nos propres sociétés ne sont pas des accomplissements finaux mais des étapes dans un processus continu de transformation humaine. Les grands mouvements de l'histoire, qu'ils soient des révolutions politiques, des transformations économiques ou des renaissances culturelles, ont généralement résulté de la convergence de multiples facteurs plutôt que de causes uniques simples.
Cette complexité nous rappelle de nous méfier des explications simplistes et de chercher à comprendre les multiples dimensions des événements historiques. Reconnaissant à la fois l'agence humaine et les structures contraignantes, l'intention et la contingence, les continuités et les ruptures. L'histoire nous montre également que le progrès n'est jamais linéaire ou inévitable, que les avancées dans certains domaines peuvent s'accompagner de reculs dans d'autres. Et que ce qui constitue le progrès lui-même est souvent contesté et dépend de la perspective. Les révolutions industrielles et technologiques ont créé une richesse et des capacités sans précédent tout en générant également de nouvelles formes d'inégalité, d'exploitation et de dégradation environnementale. Les mouvements de libération ont élargi la liberté et les droits pour de nombreux groupes précédemment marginalisés tout en créant de nouvelles tensions et conflits autour de l'identité et de l'appartenance. La capacité humaine à la fois pour la création et la destruction, pour la compassion et la cruauté, pour la coopération et le conflit, traverse toute l'histoire. Comprendre cette dualité fondamentale de la nature humaine peut nous aider à cultiver les meilleures tendances tout en restant vigilants contre les pires. Reconnaissant que les conditions qui permettent la dignité humaine et l'épanouissement ou qui conduisent à la violence et à l'oppression ne sont pas fixes mais dépendent des choix individuels et collectifs, des institutions et des cultures que nous créons et maintenons. Alors que vous glissez vers un sommeil plus profond, permettez à cette compréhension historique de vous réconforter et de vous inspirer. Sachant que vous faites partie d'une histoire humaine continue qui s'étend à travers les millénaires et continuera dans l'avenir. Les défis que nous affrontons aujourd'hui, bien qu'uniques dans leurs détails spécifiques, font écho aux luttes éternelles de l'humanité pour créer des sociétés justes, pour équilibrer la liberté et l'ordre, pour distribuer équitablement les ressources, pour préserver notre environnement et pour trouver un sens et un but dans nos vies. L'histoire ne fournit pas de réponse simple à ces questions, mais elle offre une sagesse issue de l'expérience humaine accumulée qui peut éclairer nos délibérations et nos choix. Dormez paisiblement cette nuit, enrichis par cette connaissance du voyage humain à travers les âges. De nos origines humbles dans les plaines africaines jusqu'à notre présent globalisé et technologiquement avancé. Vous portez maintenant en vous une compréhension plus profonde de comment nous sommes arrivés ici et des possibilités et des responsabilités que cela implique pour façonner l'avenir. Que ces histoires vous accompagnent dans vos rêves et nourrissent votre esprit alors que vous vous reposez profondément et complètement.